Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de journée pour vous faire le bilan culturel du mois d'octobre 2021. Je pense que je vais vous parler des films et des séries que j'ai vues parce que j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de choses ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai regardé beaucoup de séries finalement, à savoir H24 notamment, qui est relativement courte et qui est accessible pour toutes et pour tous et qui est importante. C'est une série Arte réalisée par 24 autrices et avec 24 actrices qui reprennent 24 heures de la vie d'une femme dans toutes les oppressions qu'elle rencontre. Ce sont des monologues qui durent environ 10 minutes maximum, mais c'est plus souvent 4. Il y a la discrimination au travail, le harcèlement de rue, le viol. Donc ce sont des oppressions que nous rencontrons toutes et qu'il est important d'exposer et que je trouve très très bien faites, avec de très très bonnes écritures, notamment parce que ce ne sont effectivement que des monologues pour chaque épisode. Ça fait rentrer dans l'intériorité de chacune des femmes qui évoquent ces problèmes quotidiens. Ils ont fait la compilation sur YouTube et je crois que la totalité fait environ 1h15, 1h30. Si j'ai retrouvé la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous incite réellement à aller regarder ça, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai regardé, comme beaucoup, comme la plupart des gens, Sex Education, donc la dernière saison. J'avais bien aimé la précédente. Je trouvais qu'on finissait bien, mais je savais pas tellement comment on allait pouvoir reprendre les directives qu'on avait commencées. J'avais déjà trouvé que la lacune qu'il y avait dans la saison précédente, c'était justement qu'on lançait plusieurs intrigues sans parvenir à les résoudre. Il y a à nouveau ce problème-ci. On a les réponses à certaines de nos questions, mais je trouve que ça tourne encore un petit peu en rond. Après, je suis pas déçue pour autant, mais j'ai quand même hâte de savoir quelle va être la suite. Je trouve qu'il y a un bon déroulement au niveau du développement des parents, de la difficulté à être mère, l'exploration encore une fois de la sexualité dans ses multiplicités, comme cette série sait très bien le faire et comme c'est son but. On retrouve ce plaisir à simplement consommer cette série entre guillemets. Le personnage d'Eric est beaucoup plus intéressant et a une backstory qui est beaucoup plus développée qu'avant. Il y a aussi toute la question de la double culture et de comment il est perçu en Angleterre et dans le pays dans lequel il se rend, où réside le reste de sa famille. Ensuite, j'ai regardé une série OCS, On the Verge, qui est sortie au début du mois de septembre, il me semble. Il s'agit d'une comédie dramatique, dirons-nous, qui reprend le destin de 4 femmes, 4 amies à LA, toutes avec des situations de vie plus instables les unes que les autres. C'est-à-dire que émotionnellement, elles sont vraiment pas à des stades de la vie auxquels elles devraient être. Il y en a une qui fait énormément de crises d'angoisse, qui est tout le temps à s'inquiéter pour son garçon, qui le flique carrément, qui a très très peur pour lui. Sa relation bat un peu de l'aile à cause de ça. Il y en a une autre qui est chef cuisinière française aux États-Unis, mais ça se passe pas bien avec son mari encore une fois. Une autre qui est totalement shootée, qui est en pause avec son compagnon. Et la dernière, elle a 3 enfants de pères différents qu'elle ne sait clairement pas gérer. Toutes ces personnes-là sont amies depuis leurs 21 ans, il me semble. Et on va les voir vivoter au sein de la ville dans leur quotidien, dans leur questionnement, parce qu'elles ont environ une trentaine d'années. En fait, c'est un petit peu comme si on avait repris Sex and the City, la série, et qu'on l'avait déplacé à LA avec toute la culture qu'il y a là-bas, toute la lumière, tous les décors qu'on y voit en règle générale. Donc ça, c'était aussi plaisant. C'est quelque chose qui se consomme très bien. Et il y a un retournement de situation, mais qui arrive bien trop tard à mon sens. Donc c'est vraiment la lacune que j'ai. J'étais en train de le consommer tranquillement au début. Puis je trouve qu'il y a vraiment une intrigue que je vais pas vous révéler parce que sinon ça vous gâche tout, mais qu'on aurait pu tellement voir précédemment, ça aurait donné beaucoup plus de saveur au propos. Donc j'ai vraiment hâte de voir la saison
saison 2, là j'avais vraiment la sensation que c'était un préquel et on m'a pas donné ce que je recherchais quoi au final. Donc un petit peu déçue sur ce point là, mais j'en attends encore beaucoup. Et je crois qu'elle m'a pas encore donné tout ce qu'elle avait à m'offrir. Deux petits interludes que je ne saurais placer. Ce sont premièrement 21 cm de Augustin Trapenard, parce que comme vous avez pu le remarquer depuis que je vous ai évoqué l'épisode des gens qui doutent où il était interviewé, je crois que je voue réellement une adoration pour cet homme. Augustin Trapenard, lorsqu'il était à Canal, a fait une émission littéraire qui s'appelle 21 cm. Et il recevait des auteurs et des autrices dans son appartement, à Paris, dans les endroits qui les ont marqués, partout dans le monde. J'ai découvert ça, redécouvert ça. Et c'était mon rendez-vous quotidien le matin. Je me mettais un épisode et je découvrais ou je redécouvrais un artiste, une artiste. Je redécouvrais les endroits qui l'avaient marqué, toujours avec la sympathie que je porte pour Augustin Trapenard, pour sa bibliothèque. S'il vous plaît, donnez-moi sa bibliothèque. Et tout simplement pour le plaisir de découvrir des personnalités, des inspirations, des univers. Je trouve qu'il y a une inventivité dans cette émission, c'est pas simplement un face-to-face, c'est pas non plus un voyage en terre inconnue, mais on rentre vraiment dans le cœur de chacun des sujets qui sont traités. Quand on a eu Annie Ernaux, moi il y a un passage qui m'a marqué, c'est Augustin Trapenard qui la ramène devant un caddie où il a acheté énormément par exemple de papier toilette, le livre qui était dans la grande surface. Alors je ne vais pas dire lequel c'est parce que si vous regardez cette émission via Canal, vous ne serez que plus étonné parce que c'est la saison qui date de 2016 il me semble, 2016-2017, et ça résonne beaucoup avec l'actualité. Elle arrive à parler de classe sociale d'une façon mais tellement intéressante et les personnes qui réfléchissent aux émissions ont vraiment une inventivité incroyable. Donc c'est pourquoi je vous incite réellement à regarder ça. Si vous avez cette passion pour la littérature, pour découvrir des œuvres, pour découvrir des artistes, ça ne peut que vous plaire. C'est des formats qui font environ 50 à 60 minutes et on y découvre énormément de choses. Énormément de choses dans la perception qu'il y a de leurs œuvres, comment le public a pu les voir, les concevoir à l'époque. Il y a un côté très burlesque, très drôle, qui désacralise un petit peu tout l'univers du livre et des personnes qui sont invitées. Deuxième interlude, qui est également fait par Arte comme H24. Ce sont des documentaires autour d'artistes, comme Arte sait si bien le faire. Le documentaire sur Rodin était extrêmement beau. Mais ceux qui m'ont réellement impacté, ce sont les documentaires littéraires. Il y en a 3 auxquels je pense. Il y a Lolita. Ça m'a plus que plu, c'était génial. Je l'ai notamment mis en partage sur mon Twitter, si ça vous intéresse, mais il est trouvable sur YouTube. Ce sont les documentaires qui font environ 50 minutes. On y voit tout l'univers de Lolita, tout ce que ça a pu amener dans la question de la sainteté, la question du scandale qu'a amené l'œuvre, et dans ce que Nabokov recherchait en écrivant cette œuvre, à quel point elle a pu être censurée partout dans le monde, et à quel point il a été difficile pour lui de la publier. Ça n'en fait qu'une œuvre qui est d'autant plus grande, et ça a redoublé mon amour pour cette œuvre, pour cet artiste, pour l'intelligence qu'il y a dans les lignes qui ont été écrites. Ensuite, alors Hemingway c'est pas forcément quelqu'un que je porte dans mon cœur, j'ai essayé plusieurs fois de le lire et ça a souvent été un échec. Il y en a qu'un que j'ai réussi à lire finalement. Je ne perds pas espoir, je pense que ça arrivera un jour, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé le documentaire qui était à son sujet, ça ne m'en a pas donné une impression plus agréable. C'était quelqu'un qui avait l'air relativement exécrable, qui est passé de femme en femme, partout où il est allé, qui n'a pas cessé de vivoter, mais on y voit à quel point justement la place où il se tenait était importante dans chacune de ses œuvres. Chacune des œuvres qu'il a écrites, elle a été une phase de son écriture, de sa vie qui l'a marqué, et c'est comme si chacun de ses ouvrages avait été cette phase, comme si c'était des vies, les unes à côté des autres,
en fonction des continents sur lesquels il se rendait et en fonction des pays qu'il découvrait. Donc c'est ça qui peut être intéressant dans sa plume. Ce qu'il évoque aussi dans ses ouvrages est représentatif d'une partie de son intériorité et de sa force créative. Je reconnais le talent derrière ce qu'il a fait et derrière la reconnaissance qu'il peut avoir. Et le documentaire m'a permis de plus me renseigner sur ce qu'il avait écrit, les revendications qu'il pouvait également donner, et ça m'a peut-être redonné l'envie de m'y tenter d'ici quelques temps. La dernière, mais pas des moindres, il s'agit de Duras. Marguerite Duras, c'est pareil. J'ai lu plusieurs de ses œuvres pour le coup. L'amant, je n'avais pas du tout aimé. Celui que j'avais bien aimé, c'était Yeux bleus, cheveux noirs. Et j'en avais également lu un autre, mais qui ne m'avait pas marqué parce que je ne me rappelle même plus du titre pour vous dire. Donc c'est quelqu'un que j'ai un petit peu en demi-teinte, d'autant plus depuis que j'ai vu India Song, qui était l'un des pires films que j'ai jamais vu. J'ai toujours trouvé ses prises de parole tellement enrichissantes et tellement pleines d'inspiration que je me suis toujours interrogée sur pourquoi dans son discours je me reconnaissais énormément et dans ses œuvres c'était pas le cas. C'est vraiment une question que je me suis posée à maintes reprises sans en avoir de réponse. Je cherche encore et je sais que je vais essayer de la relire incessamment sous peu parce que j'ai acheté Barrage contre le Pacifique. Donc j'espère y trouver davantage mon compte. Ça montre aussi l'importance qu'a l'Indochine dans sa vie, dans sa réalisation, dans son œuvre, dans tous les sujets qu'elle a traités. Elle a majoritairement traité de ses amours en Indochine, le fait qu'elle a vécu là-bas, que sa mère était dans une idée coloniale et qu'elle a grandi dans cet idéal-ci. La stigmatisation qu'il y avait des populations qui étaient déjà là et qui étaient totalement exploitées par les colons, elle n'a pas été assez mise en avant. Et il y a une espèce de sacralisation de Duras dans ce documentaire, à mon sens, qui n'était pas forcément pertinente, traitée sous cet angle-ci, sans aller dans la pluralité des points de vue. Après, c'est sûr qu'en 50 minutes, on n'a pas le temps d'explorer tout ça, mais j'ai trouvé que c'était sûrement la lacune qu'il y avait. Je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il me reste encore les films que j'ai à vous évoquer. Comme d'habitude, je ne vais évoquer que les films qui m'ont plu. J'en ai vu une majorité sur Canal, il me semble. Maintenant, je suis allée une fois au cinéma. Ce film était excellent. Le premier film, ça va faire le lien avec Duras. Je vais vous parler de L'Amant de Jean-Jacques Hano. Comme le titre l'indique, c'est l'adaptation en film du roman de Marguerite Duras. Dans son œuvre et dans ce film, on va suivre le premier amour de Duras. La jeune femme qui est présentée va rencontrer un Chinois qui est beaucoup plus âgé, qui a une trentaine d'années. Lorsqu'elle n'en a que 16, au détour de cette rencontre, va se créer un lien. Sauf qu'il y a une opposition qui est que un Chinois et une Européenne ne peuvent avoir de relation. Il y a toute une exploitation en fait de la séduction, du charnel, qui est omniprésente, qui est parfois même malsaine, devenue malsaine au fur et à mesure du film. Mais il y a une sensualité dans cette relation amoureuse, le détail des visages qui est mis en avant, le détail des corps. Alors il y a beaucoup de nus, certes, il y a beaucoup de scènes de sexe, mais elles sont tellement bien filmées, même dans la détestation qu'il peut y avoir. Il y a aussi cette figure de la jeune fille, Lolita, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été absolument criant à mes yeux, comme dans le film de Kubrick et dans le film qui a été adapté de Lolita dans les années 90. Il y a cette idée de naïveté, de côté juvénile qui est là dans cette jeune fille qui n'a pas encore été en relation amoureuse, en relation physique et qui découvre le sexe avec le personnage qu'elle va rencontrer dans le film. Il y a la transition avec le rouge à lèvres, il y a ce côté vêtements très beau, il y a toute une analyse de film qui pourrait être faite autour du film de Hano avec justement ces vêtements très apprêtés au début avant qu'elle ne rencontre l'homme. Peu à peu, elle va porter une robe qui ressemble plus à un espèce de drap. On la retrouve plus tard, elle est toujours habillée de cette manière-là à chaque fois qu'elle rencontre son amant. On voit aussi que dans ce film, il y a une exploitation de la part des Européens, des Chinois dans leur argent, dans l'exploitation qu'ils en font et dans le regard qu'ils leur portent. En gros, Hano, il a réussi à exploiter tout ce qui m'avait manqué dans le roman. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film malgré tout ce que je peux lui reprocher, c'est-à-dire que c'est
un film qui au fur et à mesure devient tellement inégal dans les relations et il y a une banalisation de la violence au sein du couple avec à la fin une scène d'adieu plus ou moins qui fait que on se dit mais c'est pas possible en fait de banaliser une telle relation où il y a la jeune fille qui est totalement exploitée par lui et inversement cette mise en piédestal justement de cette violence inconséquente, constante entre les deux, ça je leur reproche. Et derrière ça me pose souci parce que il y a tellement de choses que j'ai aimées dans cette œuvre mais j'arrive vraiment pas à tirer un avis plus clair. C'était tellement beau que j'arrive pas à trancher. Ensuite, j'ai vu Breezy, qui est un film de Clint Eastwood que je ne connaissais pas du tout. Il était sur OCS. Vu que OCS est sur Canal, j'en ai profité. Breezy, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait du stop. Elle est hippie aux États-Unis dans les années 60. À un moment où elle fait du stop, il y a un enchaînement de situations qui fait qu'elle se retrouve dans un quartier très huppé, très excentré de LA, qu'elle arrive devant une maison de riches. Cette maison, elle est habité par un homme qui vit seul. Alors il a plusieurs relations, plusieurs conquêtes, mais il n'est pas en couple officiellement dans cette maison avec quelqu'un. Donc elle demande à être ramenée vers le centre, mais elle est un petit peu pique-assiette, donc elle va rester plus longtemps avec lui en voiture. Et ils vont faire un petit peu le tour de la ville comme ça. Il y a une détestation des deux au début parce que ils sont pas du tout dans les mêmes pensées. Il y a ce côté très riche, très aisé de l'homme, avec Breezy en face qui a même pas une livre pour se payer un café. Donc ce sont deux mondes qui s'affrontent, évidemment parce que c'est couru d'avance, ils vont tomber amoureux. Alors là encore on a une relation avec un homme beaucoup plus âgé, il pourrait être son père s'il n'est pas plus vieux de son père d'ailleurs, mais il y a toute la candeur que Clint Eastwood il amène dans ses films, tout ce côté plein de bons sentiments, d'auteur sans trop l'être, c'est-à-dire que ça parle quand même à un grand public. On a un petit peu la sensation que même si c'est triste, ça va bien se finir. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mais étant donné que c'est un film de ce réalisateur qui est pas très connu je crois, je voulais juste le mentionner. Si vous avez l'occasion de le voir sans trop savoir ce que c'est un bon moment à passer avec lui. J'ai vu un film de Bergman qui est Scène de la vie conjugale. On y suit un couple qui est ensemble depuis moultes années, qui ne s'entendent plus très bien. Ils font bonne figure dans la société dans laquelle ils évoluent. Ils vont à des repas ensemble. Tout le monde semble croire que après toutes ces années, tout se passe bien. Le film a ça d'intéressant qu'il commence sous forme d'interview. On croit que ça va durer comme ça pendant tout le long. C'est-à-dire qu'ils expliquent comment à leur sens une relation fonctionne, pour que ça ne soit pas délaissé au fur et à mesure du temps. Et que sont l'exception à la règle, dans le sens où ils savent très bien comment il faut procéder par rapport à tous leurs contemporains qui se séparent ou pour qui il n'y a plus d'amour. Au bout de très peu de temps finalement, ou du moins le film dure 3 heures, mais j'ai pas du tout eu l'impression que c'était le cas, on va découvrir que l'un et l'autre n'ont plus rien à faire avec l'autre. Ils restent ensemble sans trop y croire, et là où leurs amis montrent qu'il y a une difficulté, qu'ils veulent divorcer, etc., ce n'est pas le cas pour eux pendant très longtemps. Puis le mari montre à sa femme qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Tout se délite d'un coup. Il y a là encore une relation abusive de l'homme par rapport à la femme. Elle est totalement perdue à partir du moment où il part parce qu'elle doit tout gérer. Lui ne pense qu'à lui. Et on va voir comment elle se reconstruit pendant que lui est totalement en train de tomber en pièces au fur et à mesure du temps. Il y a un inversement des deux personnages qui est extrêmement intéressante. Par contre, trigger warning, il y a de la violence morale, il y a de la violence physique, il y a la violence sexuelle aussi. C'est pas un film joyeux, mais c'est un film tellement bien filmé, qui pour moi n'a pas perdu de relief, de sens dans son propos, dans son mini-image non plus. Certes c'est passé, mais il a tellement une portée dans ce qu'il a donné au cinéma. Là, ça ne me donne qu'une envie, c'est de voir l'adaptation qui en a été faite par OCS en série. Et j'ai un peu peur d'être déçue. C'est-à-dire que c'est une mini-série de 4 épisodes adaptée aux États-Unis de cette œuvre-ci. Bergman, c'était un réalisateur suédois qui avait une esthétique propre
à sa culture. Notamment, je pense au 7e saut qu'il faut que je voie, qui est justement sur cet homme qui est contacté par la mort, qui lui dit non, non, c'est maintenant. Tu peux pas dire j'ai pas décidé d'y aller, c'est que c'est ainsi. Et il y a tout ce côté très morbide. Personnellement, j'ai vu Sonate d'automne et Persona. Je ne me vois jamais voir une adaptation états-unienne de ces œuvres-là, en série ou en film. C'est totalement passé de sens. Bergman, il a une patte tellement précise, tellement particulière, qui n'a pas perdu de son efficience. Maintenant, au 21e siècle, qu'est-ce que ça peut donner avec une culture totalement opposée finalement à la culture suédoise? Je me le demande bien. Quoi qu'il en soit, ça a été un coup de cœur. Regardez-le, il est sur Netflix. Le dernier film que j'ai vu sur Canal, c'est Pas de printemps pour Marnie, qui est un film de Hitchcock. Dans ce film-ci, Hitchcock va placer cette intrigue autour d'une femme qui travaille dans plusieurs endroits et qui a la fâcheuse tendance à piquer la caisse avant de s'enfuir. Elle arrive à gagner la confiance des hommes, notamment par sa beauté, et à chaque fois qu'elle a réussi à avoir le pactole, elle se tire, elle change d'identité. Elle est très douée, à vrai dire. L'esthétique d'enquête de Hitchcock ne fait que donner encore plus de relief à son propos. C'est-à-dire qu'on la voit changer de carte d'identité, enlever la teinture de ses cheveux, toujours avec la bande-son qui est tellement en cohérence avec son propos. Toute l'esthétique de Hitchcock qu'on retrouve avec ce suivi de caméra autour de détails, ces gros plans sur justement les cartes, la teinture qui part dans l'évier, sur elle qui est en train de marcher, qui tient sa mallette avec les petits codes qu'elle fait dans le casier, tous ces allées et venues dans les gares, les aéroports, pour justement qu'on ne la retrouve pas, les questionnements qu'il y a des hommes autour d'elle. Quoi qu'il en soit, suite à son départ de la première entreprise qu'elle a trompée, elle retrouve un emploi autre part où elle a été un petit peu sélectionnée sous les mêmes critères. Elle va encore une fois essayer de piquer la caisse, mais elle va se faire choper par son supérieur qui commence à développer des sentiments amoureux à son égard. Il y a cette intrigue amoureuse qui vient se rajouter à cette intrigue policière. Si vous avez déjà vu Vertigo, donc Sueur froide en français, vous retrouvez toute cette esthétique de la femme blonde avec la couleur verte qui est là. Il y a encore une fois l'importance des couleurs qui est donnée à Hitchcock. Il y a la question de la place des femmes qui est là. Peut-être pas dans l'image, mais dans le discours, et ça, il faut regarder le film en entier pour le savoir. Il y a toute l'importance de la famille. Il y a quelque chose un petit peu de hanté au sein de l'esprit, j'entends. Alors je sais pas si ça sera pertinent et si je serai compréhensible dans mon discours. Pour ça, il faut regarder le film pour saisir. Mais il y a réellement tout ce côté démence qui est présent, que Hitchcock s'est tellement bien exploité. C'est pas du tout un film que je connaissais de Hitchcock, mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Et enfin, le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, et le film que j'ai vu au cinéma, c'est Julie en 12 chapitres. Il avait été sélectionné à Cannes. C'est un film de Joachim Trier qui avait déjà réalisé Oslo 31 août, que je n'ai pas vu mais qui m'attend bien sagement sur mes étagères. Là, il revient avec un film qui est totalement différent de son premier parce que son premier traitait d'addiction, de la jeunesse qui était à Oslo, oui, mais pas du tout dans les mêmes perspectives que Julie en 12 chapitres. Julie en 12 chapitres, ça se présente plus ou moins comme une comédie dramatique d'une jeune femme qui ne sait pas trop où se placer dans la vie. C'est-à-dire qu'elle cherche qui elle est dès le début. Il y a toute une question autour de la profession qu'elle va effectuer. On la voit au début, elle voulait faire médecine, mais au final c'est pas ce qui lui plaît. Puis elle décide de partir en psycho, mais ce n'est finalement pas ce qui lui plaît, etc., etc. Elle finit par devenir photographe. Elle va rencontrer un homme, etc. Et à chaque épisode de sa vie, chaque moment de sa vie, qu'on retrouve sous forme de chapitres, c'est-à-dire qu'il y a un prologue, une conclusion, et au centre, 12 chapitres, comme le titre l'indique, qui vont nous montrer chacun des aspects de sa vie, chacune des phases qu'elle va rencontrer. Il y a toute une esthétique qu'il y a dans les décors, le mobilier, dans les gens qu'on rencontre.
dans ce côté très onirique qu'amène le film, même si c'est par bribes. On se croirait presque dans un cinéma fantastique dans plusieurs des chapitres. Alors je les ai pas découpés dans la tête, mais pour les personnes qui ont vu ce film, vous savez très bien de quelles scènes je parle, qui sont à côté d'éléments de la vie courante. C'est-à-dire que Julie, elle va rester pendant très longtemps avec un homme qui est plus âgé qu'elle, qui va l'attendre jusqu'à ce qu'elle soit prête à avoir un enfant, alors que lui, il a d'autres inspirations dans la vie. Il voudrait fonder une famille là où elle n'a que la vingtaine et là où il comprend qu'elle n'a pas forcément envie de devenir mère aussitôt. Quoi qu'il en soit, on va la voir vivoter dans ses doutes, dans ses relations amoureuses, dans ses aspirations professionnelles, personnelles. Il y a tout ce côté de relation, encore une fois, avec un homme plus âgé, avec les amis dans lesquels elle se reconnaît pas, parce qu'elle va devoir passer des week-ends avec les amis de son compagnon qui ont des enfants dans la petite maison de campagne. Elle commence à avoir la trentaine d'années. Et ils lui disent non mais tu sais c'est normal de pas se trouver à cet âge-là, tu sais moi quand j'étais étudiante c'était tellement compliqué et il y a une espèce de supériorité, d'agisme par rapport à elle, comme si elle ne savait pas parler de choses d'adulte alors qu'elle en est une, et ça se retrouve dans une scène un petit peu plus loin où ils sont à table et que l'un des amis de son compagnon commence à évoquer tous ses problèmes de cul totalement dirigés envers les hommes, et que à partir du moment où elle évoque les problèmes féminins, il y a ce discours de vieux boomer, là où on pourrait croire que justement il va y avoir une énorme opposition entre ces deux personnes, bah ils rigolent en même temps en mode bah ok, bah on va s'expliquer la vie, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça amène de nouveaux points de vue. Au-delà du discours qui a amené, je trouve qu'il y a un côté rapport à l'environnement visuel, j'entends, hein, des décors. Il y a notamment cette énorme artère qu'on voit sur l'affiche du film, qu'elle descend dans ce chapitre hyper onirique où il y a un arrêt dans le temps. Elle irradie tout ce qu'il y a autour d'elle, de sa présence corporelle dans l'image. Il y a ce centre, pourtant elle n'est pas sur les lignes de tiers, mais il y a une composition du cadre qui fait qu'elle est parfaitement au bon endroit, au bon moment. Et le son est là pour renforcer ce sentiment. Le voir au cinéma, c'était sublime, parce que justement, il y avait tout ce côté très blanc, et cette scène où en fait, tous les gens qui sont autour d'elle se sont arrêtés, et il n'y a que son corps qui vivote pour retrouver celui de quelqu'un d'autre. Ce côté histoire d'amour, il était sublime. Elle était belle à voir, elle était belle à attendre aussi. Une chose que j'ai pas évoquée, mais si vous êtes ici, vous aimez sûrement la littérature, elle est libraire et elle fait ça à côté de ses passions. On retrouve toute l'esthétique de la librairie, là on pouvait ne pas l'attendre. Il y a un côté à la fois très éduquée, sans lettres, et ça m'a plu aussi. J'ai l'impression de parler 1000 fois en dessous de ce que j'ai pu ressentir, mais j'espère que j'aurais pu retranscrire toute la passion que ce film m'a donnée. Si j'ai d'autres choses à en dire avec beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de propos plus construits quand je refilme pour la seconde partie de cette vidéo, je vous les donnerai. Maintenant, j'espère que j'aurais pu vous montrer tout l'amour que j'ai porté à ce que j'ai pu voir. Quoi qu'il en soit, moi je vais m'arrêter ici pour ce plan qui est totalement dans le noir, et je vous retrouve tout de suite pour vous. Non, je ne vous retrouve pas tout de suite parce que la vidéo est bien assez longue comme ça. Donc je filmerai une deuxième partie où je parlerai des livres, des podcasts et du reste. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse aimer, commenter et venir me parler sur Instagram. Tous mes réseaux sociaux sont sous ton barre d'infos comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.